Bienvenue à vous dans l'analyse complète et détaillée du chapitre 1149 de One Piece. Bon, on va devoir structurer tout ça et analyser ce chapitre en plusieurs parties, il y a pas le choix. C'était tout bonnement incroyable et à l'heure où j'enregistre du coup cette vidéo, le chapitre sur Manga Plus est sorti. Donc du coup, on l'analyse avec la trad officielle, du chapitre 1149 et ça commence avec Gaban. Ça commence là où ça s'est arrêté en fait, hein. Gaban est arrivé, Gaban est en train de chier sur Somers et il arrête pas en fait, c'est en continu. Mais surtout, plus important, c'est ce que tout le monde avait déjà pré-shot. Il arrive à lui faire du sale en continu, par rapport au chapitre 1148. Il arrive, il le découpe en 2. Il le découpe, il le tranche en 2. Il ne s'arrête pas. Il y a pas quelque chose, hem, un élément un élément nouveau, quelque chose qui peut nous surprendre, en tout cas actuellement, quelque chose qui peut aller vers un pouvoir qu'on n'a pas connu, un pouvoir qu'on ne connaît pas et c'est là que ça me fait penser encore une fois, comme on l'a déjà dit dans les reviews précédentes, au HDO. Ça me fait forcément penser au haki de l'observation parce que c'est quelque chose qu'on peut ne pas observer. Là, je vois pas une utilisation du haki, de l'armement ou des rois qui diffère de ce qu'est capable de faire Luffy, ou du moins en apparence et donc actuellement, est-ce que ce qui rend, accessible, je dirais le terme, les chevaliers divins et potentiellement même les membres du Gorosei, ce serait un éveil ou un développement du haki de l'observation? À voir, mais en tout cas, il arrive réellement à le blesser. Par contre, il arrive à le blesser, mais on a des informations, il n'arrive pas à le tuer. Son immortalité est toujours présente alors qu'il l'a littéralement découpé en 2. On peut pas faire plus simple, pas faire plus violent. Il l'a littéralement découpé en 2 et malgré ça, son son immortalité est toujours présente et c'est complètement impressionnant donc c'est forcément lié, encore une fois, comme pour les membres du Gorosei et ce qu'on avait avec Saturne, au pouvoir de Him. Ce qui est tout au plus aussi impressionnant côté Gaban, c'est que Gaban énonce bien qu'il est rouillé. Il vient de chier en l'espace de 3 secondes sur un chevalier divin en courant. C'est un sprint, hein. Il ne s'arrête pas. Il a sprinté, il a monté en l'air Somers en 10 secondes et juste après l'avoir massacré, il continue sa course. C'est vraiment un move incroyable. Il n'a pas le temps de discuter avec les Mugiwara et de les calculer. Par contre, Chopper, lui, a tout vu. Et dans la trad officielle, il est dit mot pour mot comment il s'est pris pour découper un type censé être immortel. Je sens que c'est important, il lui court après. Il lui court après. Donc potentiellement, il va y avoir une rencontre, une communication directement entre Chopper et Gaban et ça fait penser du coup et je pense que vous l'avez tous ce passage-là à East Blue, à non à Grand Line. Mais je sais pas pourquoi je parle d'East Blue. À Grand Line, où, sur la première partie de Grand Line, Paradise, où Chopper, il arrive du coup à cibler les faiblesses des adversaires. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que si Chopper arrive à toucher lui aussi les chevaliers divins et à leur faire du mal, alors on s'éloignerait réellement du haki et même du haki de l'observation. C'est un peu bizarre. Donc à voir, est-ce que Chopper va être un réceptacle d'informations, il va juste transmettre l'information aux Mugiwara capables d'utiliser une forme de HDO potentiellement avancée ou de haki avancé? Ou est-ce que non, Chopper va réussir en forme, heu, hybride humaine à blesser un chevalier divin? C'est complètement dingue. Donc j'ai hâte de voir à quoi va réellement servir Chopper et cette course-là et ça rend le ça rend l'intrigue encore plus folle. On s'y attendait pas du tout. Je m'y attendais pas du tout à ce que ça soit Chopper. Chopper, il était planqué pour une bonne utilité. Donc actuellement, tous les Mugiwara, à l'exception de Jinbei et Usopp et Nami, bon la liste elle est longue en fait, ne font rien. Parce que même là, Robin, enfermé, propose d'aider, Gaban et c'est, notre ami, du coup Jinbei qui lui dit: «Non, non, ça ne sert absolument à rien de vouloir aider Gaban» et ensuite, du coup on part sur la bibliothèque et avant la bibliothèque, sur l'école. L'école est en feu. L'école est en feu. L'école, c'est pas si grave. Encore une fois, c'est un bâtiment, ça se reconstruit. Il y a pas de problème à ça, à ce que du coup, l'école soit en feu. Franchement, il y a aucun souci personnellement. Heu, je vois pas le drame en tant que tel, je vois le symbole, mais tu peux la reconstruire, c'est pas un problème. Par contre, là où c'est problématique, c'est que la bibliothèque, elle, qui contient tous les savoirs, est en feu. Mais lâche pas l'affaire avec le hibou.
Ceux qui étaient là dans les previews précédentes ou dans la react du coup de ce chapitre-là. Je lâche pas l'affaire avec le hibou parce que le hibou, même si, bon, là actuellement il fout rien, je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose, bon, pas tout de suite. Il a la capacité de rapetisser, énormément les livres ou de les agrandir et potentiellement, c'est ce qu'il va faire pour les livres. Il y a rien qui nous dit qu'il est capable finalement de sauver les livres et que l'hibou va faire en sorte que, quand tout le monde va penser que la bibliothèque est foutue et que c'est terminé, l'hibou a réussi, heu, à sauver les livres en les rendant à une taille infiniment minuscule et à les embarquer directement parce que on n'a pas de limite, de mémoire, de taille concernant les livres. On ne sait pas à quelle taille il peut les mettre. Pourquoi pas les mettre à une taille mais ridiculement, minuscule? Ce qui lui permettrait de tout embarquer et de se barrer avec et d'apparaître avec l'intégralité des livres qui ferait grandir. Parce qu'un savoir aussi important, qu'il soit supprimé aussi facilement, je n'y crois pas, voilà. Je dis pas que c'est facile, je dis plutôt, que c'est très facile, en l'occurrence, si c'est facile. Au bout de quelques menaces, un savoir, millénaire qui disparaît comme ça, le sacrifice d'Ohara, qui disparaît comme ça, j'y crois pas trop. Donc là, actuellement, je ne suis pas dans le train disparition des livres et disparition du savoir. Et tout en sachant que les personnages actuellement sont occupés, ce qui serait très intéressant, c'est que le hibou ait une réelle utilité au-delà, de rapetissir ou d'agrandir les livres, qu'il puisse agir et qu'il puisse en avoir la responsabilité. Ça rendrait le personnage encore plus intéressant et ce qui est aussi intéressant, c'est la réaction de Jarl. Il dit: «Les textes de nos prédécesseurs, notre histoire» et ça le touche pleinement. Donc ça le touche réellement. Il y avait des théories sur ce personnage-là comme quoi, bah, lui, l'école et la bibliothèque, c'est pas du tout son délire. Il voudrait la guerre et il est contre cet aspect-là, mais sa réaction me fait penser le contraire. Sa réaction actuellement et sa réaction semble sincère. Encore une fois, il a une épée dans le crâne, donc même s'il a agi en mal, dans le flashback de Loki, on apercevra que potentiellement c'est pas le personnage aussi bon, qu'il pense être. Soit il joue la commedia dell'arte actuellement et que c'est un comédien hors pair et il nous la met tous à l'envers, soit, c'est pas le cas et finalement c'est un personnage, bon et on s'est trompé sur ce personnage-là ou en tout cas les théories se sont trompées. J'ai hâte, il est tellement pour moi lié au flashback de Loki. Ce personnage-là, il est remis en avant. Je je crois que c'est le premier truc que j'attends dans le flashback de Loki, c'est la réponse: «Qui est ce personnage? Est-ce que c'est vraiment un bon mec ou c'est une grosse merde?» J'attends cette réponse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On peut prendre les paris, c'est cool, avant que le flashback commence. Pour vous du coup, est-ce que Jarl, c'est un gars bien ou est-ce que c'est une grosse merde? Voilà, les paris sont lancés, heu, j'attends votre retour, du coup et on continue. On continue sur Ronja. Ronja qui est une goth absolue, qui s'en veut terriblement d'être encore en vie et non, c'est incroyable. Le personnage est incroyable. Le personnage porte clairement, bah, comme je le disais, c'est pas juste une enfance, c'est la représentation des sacrifices passés et et je trouve ça très, très beau qu'il y ait cette souffrance et c'est pour ça que je pense réellement que le hibou va jouer son rôle, va devoir jouer un jeu. Et j'espère vraiment pas flop là-dessus. Hibou, déconne pas, fais quelque chose. Tu peux pas regarder les livres cramés et rien faire, donc on compte sur lui. On compte sur le hibou, bah, pour qu'il nous sauve, tout simplement, j'ai envie de vous dire. Et le chapitre continue. Il continue avec Gonko. Gonko, il y a trop de choses à dire. Je c'est incroyable le personnage de Gonko quand il est arrivé, tout le monde parlait qu'une seule chose: «Elle est en culotte, elle est en culotte». Le personnage a l'air incroyable. Ce personnage va nous mettre nous en culotte, je pense. Ce personnage va avoir un flashback monstrueux. Ce personnage, heu, a menacé au-delà de la menace, a réussi à neutraliser, Gaban. On parlait, de nerf vis-à-vis de Gaban. Je pensais que sa femme allait être un nerf, allait être un vrai problème. Finalement, c'est pas sa femme le problème, finalement, directement. Oda est allé bien plus loin. Gonko a, et on peut le dire, tué l'enfant de Gaban. Sous les yeux de Gaban, avec son HDO, il a réellement vu. C'est pas arrivé parce qu'il l'a vu, il a vu le futur où il a vu son fils mourir sous ses yeux et comme il le dit lui-même, c'est, «Je le chérirai jusqu'à ma mort» et c'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup, dans la traduction du jeudi, on a une information, c'est mon plus précieux des trésors et donc le premier réflexe qu'on a eu nous tous en lecteur, on se dit: «Mais c'est le mec qui a trouvé le One Piece qui dit ça, c'est incroyable» et non, c'est pas il y a pas de notion de terme trésor dans la version officielle, c'est: «Je le chérirai jusqu'à ma mort» et il l'a chéri jusqu'au bout.
Il a lâché les armes face à un ennemi et il a accepté la sentence. Bon, je ne pense pas qu'il soit mort. Je ne pense absolument pas qu'il soit mort. Surtout que dans le chapitre, on voit bel et bien, Chopper réagir directement dans la case où, Gaban tombe. Chopper est à la recherche de réponses. Il court, il est par Oda dans la narration et dans l'écriture, le personnage en action qui est à la recherche de réponses et qui ne les attend pas, qui ne subit pas. Par exemple, les Mugiwara actuellement, qui sont enfermés, subissent l'action et décident d'être observateurs de cette action. Enfin, décident, c'est un grand mot vu qu'ils n'ont pas trop le choix. Leur faiblesse fait que ils subissent l'action, alors que Chopper, lui, est dans l'action. Chopper, lui, est à la recherche des réponses. Chopper, lui, va aller au bout des réponses, je pense, et Chopper, lui, va trouver les réponses. Et les réponses, il n'y a qu'un seul personnage qui l'a actuellement, c'est Gaban. Gaban est en chute libre et qui on voit? On voit Chopper qui voit la scène et qui réagit. Donc il y a de grandes chances que Chopper vienne à la rescousse, ça se dit en français, de Gaban et donc du coup puisse le soigner. Ça tombe bien, il est blessé, gravement blessé. Chopper est un médecin incroyable, donc il va pouvoir le soigner et surtout prendre, bah, les réponses qui permettront. Donc maintenant, que va faire Oda? Est-ce que du coup Chopper, ça va être encore une fois un réceptacle de l'information pour qu'il puisse la transmettre? Ou est-ce que Chopper, lui, va pouvoir utiliser cette information et combattre réellement des chevaliers divins grâce à cette astuce qui permet pas de les tuer, du coup, mais de bloquer la régène? Ils sont toujours en vie, mais la régène est bloquée. Donc ça reste quand même une capacité intéressante qui permet du coup de bloquer les, les chevaliers divins qui jouent énormément de cette régène. Et ensuite, j'ai pas les mots pour la dinguerie qui arrive. J'ai pas les mots. Père, c'est quoi ce souvenir? Yo ho ho! Mon rêve, c'est de devenir pirate et on y est du coup. Bunko est lié à Brook et les théories comme quoi, et même moi j'en parlais donc là-dessus je floppe complètement, où je me suis dit: «C'est peut-être une groupie, de Brook qui a essayé de le dominer». Pas du tout, non, 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 non. Il y avait un problème de temporalité pour moi. J'arrivais pas à mettre la temporalité pour qu'il y ait un lien, tout en sachant que Brooke a 90 ans. Donc cette fille qui est déjà née, donc elle aura plus de 90 ans, elle est en vie. Je pensais du coup à Figarland Garling qui lui a vieilli depuis God Valley. Donc je me disais, bah, les chevaliers divins, eux, vieillissent. Donc il y avait des interrogations énormes et du coup, automatiquement, avec les informations qu'on avait, ça nous créait une temporalité. Cette temporalité diffère parce que Gunko a une histoire qui va nous être conté brièvement ou totalement, ça dépend ce que Oda va faire, mais là, à la vitesse à laquelle il va, je pense brièvement, est conté à quand et là, on le voit ça au look de Brook quand il était garde royal. Je ne pense pas je ne pense pas que Brook soit le papa de cet enfant, de Gunko et en sachant que Gunko, à mon avis, ce n'est pas son vrai nom. Sinon Brook l'aurait reconnu direct potentiellement. Donc je pense que c'est un autre nom qui lui a été donné. Pourquoi je dis ça? Parce que Brook, il tient la main d'une petite fille, toute petite. Et sur le premier flashback où elle hurle «Père», elle me paraît bien plus grande. Elle me paraît bien plus grande. Je peux me tromper, mais elle me paraît bien plus vieille. Donc pour moi, actuellement, je peux flop et ça peut être sa fille, c'est pas si grave. Mais pour moi, je pense que Brooke était le garde royal qui était en charge, du coup, de la sécurité de la famille royale et dans la famille royale, il y a du coup des enfants et Gonko est du coup, une princesse. Bon, dans One Piece, les princesses, ça va, on en côtoie pas mal. Était une princesse. Cette princesse-là, du coup, a dû dire au revoir à Brooke parce que Brooke est parti réaliser son rêve. Devenir pirate. Et là, il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, Brooke a abandonné le royaume et est parti réellement pour avancer, sur son rêve et le vivre pleinement. Parce que l'opportunité, est arrivée directement sur le royaume. Il a rencontré du coup son capitaine, tout simplement, l'homme qu'il a décidé de suivre comme capitaine et des actions horribles se sont passées comme un God Valley, bis, et son royaume a subi, l'horreur absolue. Quand elle crie «Père», c'est par rapport au roi qui se fait tuer. Et elle a tellement été impressionnante durant cette God Valley bis que Imu en personne a décidé d'en faire, son objet, a décidé d'en faire des expériences sur elle et elle est toujours en vie. Donc je pense qu'elle est morte de toute façon. Je pense que pour avoir une immortalité où tu ne vieillis pas, comme c'est le cas pour les membres du Gorosei, potentiellement pour atteindre cette immortalité-là et c'est ce qui ferait la différence avec Garling, c'est que du coup, il faudrait potentiellement mourir. Parce que, là, bon, elle a pas l'air du tout, mais elle a du coup plus de 90 ans. C'est pas possible, d'être aussi fraîche à plus de 90 ans. Généralement, tu es un peu ridé. Généralement, tu es dans un mood, voilà, tu es pas non plus, dans le meilleur mood, possible, clairement pas.
Donc il y a ces 2 possibilités-là. Heu, la première possibilité que je viens d'énoncer. Il y a une deuxième possibilité, c'est que Brooke a vécu l'horreur. Brooke a vu le roi mourir. Brooke pense qu'elle est morte. Il a vécu un God Valley bis. Il a survécu et a décidé du coup après cette horreur de devenir pirate et c'est pour ça qu'il connaît les chevaliers divins parce qu'il en a déjà affronté. Il en a déjà affronté et il a survécu, par chance ou par malchance, ça dépend, chacun choisira et il est devenu pirate par la suite. En échouant en mer et en rencontrant du coup son futur capitaine et du coup, il est devenu le bras droit d'un nouvel équipage de pirates. Il y a ces 2 possibilités-là pour moi. Dites-moi en commentaire pour vous, quelle est la meilleure possibilité ou voilà, ce que vous pensez et sinon tout simplement c'est son papa. Puis voilà, c'est tout, mais je sais pas. Ce qui me fait dire que c'est pas son papa, c'est le «c'est toi Brooke», alors que dans le flashback on a père et là c'est toi Brooke. Donc Brooke pourrait vraiment être proche. Après, les liens du sang dans One Piece, est-ce qu'ils ont une réelle importance en tant que tels? Je ne pense pas. Je pense que Brooke peut être considéré limite comme sa fille, du coup, Gunko, parce qu'il était le garde royal et parce qu'il a vécu à de ses côtés pendant de longues années. Et par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que le flashback va être déchirant, parce que là, quels que soient les liens de parenté ou non que Gunko possède ou posséderait avec Brooke, hem, elle a vécu l'horreur absolue. Elle est censée être morte, elle est vivante. C'est une marionnette. Ymue, l'utilise, à son gré, elle a pas le principe, elle a pas les notations de sainte, elle a des bandages partout. Donc je pense qu'elle a été charcutée, elle a vécu des expériences horribles. Ils ont fait en sorte de la rendre immortelle, ils ont bloqué, modifié ses souvenirs au point qu'elle n'a pas accès du coup à ses souvenirs passés. Donc son flashback va être horrible et par contre ce qui est intéressant, c'est que pour moi, elle va pouvoir dire adieu à Brooke. Et ça va être une scène vraiment marquante. On s'attendait tous à Usopp. On s'attendait tous à Usopp, que ça soit dans l'histoire, que ce soit dans l'écriture. Mais je pense qu'on se dirige vers Brook, du coup. Et l'histoire qui va nous marquer, l'histoire où quand on pensera à Elbaf plus tard, on se dira: «Tu te souviens du flashback 2?» Parce que chaque arc a le flashback 2. On a le flashback de Oden sur Wano Kuni. Heu, à Dressrosa, on a des flashbacks monstrueux, dont Senior Pink, dont, Corazon, lié avec le flashback quand même de Doflamingo. On a des flashbacks. Chaque arc possède un flashback. Les arcs importants possèdent des flashbacks forts. Et là, finalement, on ne pensera pas à Usopp, mais on pensera à Brook. On s'est dit: «Mais tu te souviens du flashback de Gunko? Tu te souviens de la dinguerie que c'était ce flashback-là?» Et pour moi, on se dirige tout droit vers là et ça va être incroyable. Ensuite, je fais une petite pause sur Gunko parce qu'on va y revenir. Je vais vous citer les mots comme ça, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas le moment de lambiner. La terre sainte est en proie aux flammes. Elle a absolument besoin de renforts. Mou va vous montrer ce qu'il advient quand Dieu prend le contrôle. Des menaces de fou furieux. C'est des menaces de fou furieux. Donc Mou prend la possession du corps du coup de Gunko. Et là tu te dis: «Mais si c'est Mou qui débarque, c'est injouable, c'est intraitable, c'est l'antagoniste potentiellement final de l'œuvre. Elle ne peut pas être humiliée, elle ne peut pas être rabaissée, on doit la craindre. Si après le baf, on ne la craint pas, c'est un vrai problème du coup, parce qu'on va perdre quelque chose d'important, surtout dans une narration où la représentation de tout ce qu'est One Piece, de tout ce que lutte, de tout ce que Luffy est le némésis total, c'est clairement, elle, c'est l'obscurité absolue. C'est l'obscurantisme, c'est la forme la plus odieuse qu'on ait pu voir humainement parlant. Même pas si humain, c'est réellement non et en plus, clairement, elle ressemble au Chitan, elle ressemble au diable à un niveau stratosphérique. Donc de par tout ce qu'elle représente, elle ne peut pas être humiliée. Mais Oda n'utilise pas Mu directement, elle utilise Gunko. Et Gunko qui a un lien avec Brook, un des personnages présents. Brook qui a le fruit de l'âme, donc vous voyez d'où je veux en venir. Elle va être nerf par Brook, par tout ça. Sous ce lien est tissé, on peut se dire: «Mais ça sort d'où Brook? Pourquoi Brook? Pourquoi Gunko?» Mais ça sort d'un lien, mais c'est vachement bien structuré et je trouve ça vachement intéressant comment c'est amené. Brook, c'est un ancien garde royal. Royauté, gestion du Nil, potentiellement en lien avec les chevaliers divins. Les chevaliers divins apparaissent ici, sur cet arc-là. On crée un chevalier divin qui a un lien avec un Mugiwara. Mu peut débarquer. Et du coup, comment faire pour contrer les pouvoirs de Mu? C'est avec une libération de Gunko. Le pouvoir de Mu disparaît, tout en sachant que je pense qu'elle ne peut pas faire la même chose avec Killingham et Somers.
Je pense que c'est clairement lié à Mou, qui est une marionnette absolue, c'est pour ça qu'elle ne vieillit pas et je pense que Somers et Killingham, eux, vieillissent. Ils ont une immortalité, mais vieillissent. Voilà. C'est mon point de vue là-dessus et je pense que ça va être très beau parce que ça va être une histoire extrêmement triste. Pour qu'on puisse voir Gunko, Imu perdre, il faut que l'histoire qu'on nous raconte à côté, pèse son pesant de cacahuètes. Ça, c'est de l'expression ça. Il faut que ça ait une importance capitale, une importance énorme et ça va être le cas et donc du coup, ça va être grandiose et je m'attends à ceux qui ont vu Marvel Infinity War, à une fin un peu similaire entre Gunko face à Brook. Ils se parlent et une libération et ils se d font des véritables adieux, en fait et elle apprend que: «Merci pour ta musique, elle m'a touché, tu es devenu pirate, tu as réalisé ton rêve» et ça va être incroyable, j'ai la chair de poule. Non, Oda, il va cook ça. On sait que il va nous détruire. Voilà, il va prendre notre cœur, ceux qui ont un cœur, bien sûr. Il va prendre notre cœur, il va le mettre dans un mixeur. Il va mixer, après il va le sortir, il va le mettre au four, ça va devenir des cendres. Après, il va remixer ces cendres-là et ça, il va le jeter dans un volcan. Ça, c'est ce qu'il va faire avec notre cœur dans le flashback de Gunko. C'est certain, avec le lien avec Brook. Donc c'est pour ça que je vous dis que pour moi, cet arc-là, plus tard, quand on pensera à cet arc-là, on pensera en termes de personnage Mugiwara, on pensera à Brook et on pensera pas pour l'instant, tout du moins, à Usopp. Et maintenant, on va parler du dernier sujet et pas des moindres. La Terre Sainte est en proie aux flammes. Elle a absolument besoin de renforts. Bon, il y a 2 possibilités. Il y a 2 possibilités. Soit Marie-Joie est attaquée et du coup, actuellement, elle ne peut pas envoyer de renfort à, Elbaf. Ils sont tous en train de combattre et c'est pour ça qu'elle se déplace elle-même en sa personne, sinon Shamrock aurait pu revenir. Soit, non, la situation est devenue incontrôlable parce que, bah, les Tenryubito qui sont des enfants gâtés et pourris crèvent la dalle et ne ré et réagissent très, 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 très mal et donc vraiment pris en flammes. Mais je trouve cette explication un peu, voilà, je appelle les pompiers, quoi, laisse-nous tranquilles. Je vois pas, heu, je vois pas l'utilité d'avoir 3 chevaliers divins pour aller massacrer ou goumer ou calmer des Tenryubito qui sont d'une faiblesse extrêmement absolue, quoi. C'est plus faible qu'Usopp. Donc à partir de là, tu as pas besoin normalement de renfort. Donc partons sur la première option. Marie-Joie est attaquée. Par qui? Bon, il y a 3 possibilités. Une mineure, mais vraiment mineure, mineure, c'est que dans les nations qui se sont révoltées, ils se sont déplacés eux-mêmes et c'est des lambdas qui attaquent. Mais je pense pas que pour des lambdas, tu as besoin tu besoin de renfort. Celle qui est la plus importante, c'est les révolutionnaires. Les révolutionnaires qui attendaient que les chevaliers divins bougent. Est-ce qu'il y a une stratégie avec les chevaliers divins? Est-ce qu'il y a un traçage quelconque des chevaliers divins qui permet actuellement une attaque? Du coup, parce que ils sont affaiblis. L'intérêt d'un blocus, c'est d'affaiblir. C'est d'affaiblir, de faire un siège pour que l'ennemi se rende. Là, il y a aucun monde où est-ce que l'ennemi se rende. Il y a aucun monde où ils vont se dire: «On arrête, on rend le monde, parce qu'on a trop faim, donnez-nous à manger et c'est bon, on arrête ce qu'on fait, le gouvernement tombe». Non. Par contre, l'intérêt du coup de dragon, c'est d'affaiblir le gouvernement mondial pour pouvoir les attaquer et s'ils passent à l'attaque actuellement, hem, il faut contrer cette attaque, mais qui est dragon? Et qui est sabot aussi, parce que pour moi, c'est les 2 réellement, plus puissants des révolutionnaires. Donc est-ce qu'ils attaquent en nombre? Est-ce qu'ils attaquent avec des nations? Est-ce qu'ils n'attaquent pas forcément seuls? Ils peuvent attaquer avec, des peuples, donc du coup une armada et c'est le nombre qui pose problème actuellement. Tout en sachant que, Akainu qui se plaignait d'être bloqué à New Marineford, bah là, tu y es, vas-y, tu es à côté, Marie-Joie, c'est juste à côté, on t'a vu du coup affronter même Kuma, à Marie-Joie, vas-y, là tu y es, lâche-toi, les problèmes viennent à toi, montre-nous, hem dont tu es capable, maintenant en tant qu'amiral en chef. Mais tout du moins avec des amirals en chef, sûrement Shamrock, bah, Shamrock il a été rappelé, donc un chevalier divin ou des chevaliers divins. Les membres du Gorosei, même si je ne sais pas s'ils vont se montrer véhéments ou attaquer directement à Marie-Joie et se montrer aux yeux de tous les Tenryubito dans une forme potentiellement, problématique pour eux, donc à voir. Ils ont besoin de renforts, quoi. Ils ont encore une fois, la Trad elle est forte. Elle a absolument besoin de renfort. C'est une nécessité de survie, en fait. On a absolument besoin de renfort. Et est-ce que du coup, à ça, on n'aurait pas, à ce moment-là, les renforts ne viennent pas, mais si, un renfort barbu dégueulasse et du coup, c'est ma théorie, mot pour mot, une alliance entre Barbe Noire et Mou. En sachant que Barbe Noire, lui, est informé grâce à Lafitte de tout ce qui se passe, il débarque, il affronte du coup, Dragon.
tout en sachant que Dragon, il a déjà été le chercher à Baltigo. Il a échoué, je pense qu'il est parti le chercher à Baltigo dans le seul optique, c'est du coup prendre sa tête et l'amener au gouvernement, la même méthodologie qu'il a utilisée pour Ace, mais pour gagner ce titre de roi, tout en sachant qu'il veut être roi du monde. Donc ça reste cohérent à mes yeux. Et donc on aurait à Marie-Joie, Barbe Noire, qui débarque avec son armada, les révolutionnaires et le gouvernement mondial dans un bordel absolu, sans nom. Voilà, ça serait incroyable. Est-ce que Shanks débarquerait aussi ou pas? Je ne pense pas. En vrai, pourquoi Shanks débarquerait maintenant? Parce qu'il nous faut un réel affrontement en un contre un, tout en sachant que je vois très mal, Barbe Noire être capable d'assumer Shanks plus Dragon. Je pense qu'il y a quand même des limites, à l'insolence. Mais en tout cas, ça va être incroyable. On se dirige vers ça. J'ai hâte d'être au chapitre 1150. Ça va être grandiose. On va tellement bien manger. C'est monstrueux. L'arc est incroyable, il prend une tournure incroyable. Je reste sur mes positions. Je ne pense pas qu'on aura 80 chapitres. On sera aux alentours des 50 chapitres à mes yeux. Cet arc va extrêmement vite. Après, il y a quand même un problème, c'est la temporalité. Ils sont là quand même depuis sur, cette île depuis très peu de temps. Donc est-ce que le lien sur la tempo au début attention ne restez pas trop longtemps à Elbaf, a un lien et que le temps passe différemment à l'extérieur? Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que ce temps-là ou cette contrainte doit être conditionnée. Parce que du coup, on a vu des personnages comme, même s'il a quitté l'île, il a quand même passé du temps sur cette île. Gaban a l'air de pas être plus vieux que Rayleigh. Il y a pas l'impression d'avoir, vraiment un problème en se disant: «Ouh là, ils ont pas vécu la même époque, qu'est-ce qui se passe?» Non, ça a l'air cohérent. On a quand même des géants, Dori Broggy qui ont vécu à Little Garden pendant un siècle et ils ont l'air de suivre une temporalité cohérente actuellement. Ils ont pas l'air d'être dissociés du temps ou voilà, il y a quand même des points qui te permettent de douter de cette tempo, à part si elle est conditionnée, donc à voir ce qu'Oda va faire dessus. Mais Marie-Joie est attaquée. Le chapitre 1150 sera incroyable. Donc moi, je vous donne rendez-vous, jeudi prochain, jeudi soir prochain sur Twitch pour, react cette vidéo tous ensemble. Ça va être grandiose, ça va être incroyable. Merci d'avoir suivi du coup cette analyse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Prochaine vidéo mercredi et prochain live mardi. Je vous souhaite le meilleur. Faites attention à vous et la ratiboiserie n'est clairement jamais finie. Bon, si, il s'est fait fumer, putain, merde. Ah oui, ah si, là, elle est finie, là.